Merci Géraldine pour ces éclairages. Alors, tout ce que je vais dire va être complètement en écho avec cette alerte sur les baisses de recettes d'une manière générale des collectivités et également sur les risques de l'absence de compensation, puisque si on veut agir à l'échelle locale pour, entre guillemets, réamorcer la pompe, eh bien, il faut pouvoir injecter des liquidités. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est un focus sur, je vais partager mon écran de manière à projeter quelques diapos rapidement. Et puis après, bien entendu, on échangera là-dessus. Alors, normalement, ça s'affiche. Alors, est-ce que vous voyez le... Alors, du coup, voilà, l'idée, quelle est-elle? L'idée, c'est, on a identifié 4 axes, nous, principaux, au sein desquels les collectivités, d'une manière générale, et ou les personnes publiques, hein, en tout cas, d'une manière générale, peuvent travailler pour permettre de relancer l'activité dans le secteur local en fléchant un petit peu tout ce qu'il est possible de flécher de manière à ce que l'investissement soit réalisé en local, qu'on essaye le plus possible de favoriser les entreprises localement et qu'on utilise des outils qui existent d'ores et déjà dans l'arsenal législatif et réglementaire pour permettre une intervention locale pour ramener de l'attractivité et pour ramener de la sécurité économique, entre guillemets, aux acteurs locaux. Donc, je ne reviens pas dessus, mais l'État a fait son lot au début de la crise sanitaire pour apporter tout un tas de mesures de soutien, et créer des mesures de soutien aux entreprises et au secteur économique, hein, le chômage partiel, l'annulation ou le report d'une partie des charges sociales et autres, les prêts garantis pour permettre de la trésorerie, etc. Et il a renvoyé en septembre prochain, ce qu'on disait tout à l'heure, pour la mise en place du plan de relance dont on commence à connaître un petit peu les teneurs. On se rend bien compte que tout ça, c'est un, pas immédiat, et deux, pas suffisant, comme le disait tout à l'heure Géraldine, et que du coup, il appartient à notre sens aux acteurs locaux de prendre leur part dans ce plan de relance pour permettre d'agir immédiatement sur le secteur qui les concerne. Alors, les quatre points que je vous propose d'aborder successivement, c'est la question de la commande publique, hein, pour permettre de relancer l'investissement et de le stimuler localement ainsi que l'emploi local. Agir sur les taxes locales, on verra par le biais d'un exemple qu'il est possible d'agir sur les taxes locales, même si ça diminue les recettes, ça permet quand même d'alléger les charges des entreprises qui travaillent sur le secteur. Comment on peut utiliser son domaine public comme outil de relance. Et puis, enfin, est-ce qu'il est possible de verser des subventions et comment les subventions peuvent aider dans les deux formes qu'elles ont, qu'elles soient des subventions d'équilibre ou des subventions d'équipement, puisque les deux notions ne se valent pas et ne sont pas exactement identiques. Alors, premier axe que je vous propose d'aborder, c'est celui de la commande publique. Aujourd'hui, on le sait, le seuil actuel pour signer un marché public de gré à gré, c'est-à-dire sans publicité, sans mise en concurrence, il est de 40 000 euros hors taxe. 40 000 euros hors taxe pour des prestations qu'on va considérer comme homogènes sur une durée d'un an. Donc, ça permet de faire des commandes à hauteur de 40 000 euros étalées sur une année pour des prestations qui homogènes, c'est-à-dire qui sont similaires. Pas forcément identiques, mais en tout cas qui sont similaires. Aujourd'hui, il y a une discussion pour augmenter ce seuil à hauteur de 100 000 euros. L'État avait réfléchi à 90 000 euros et puis la CPME, ces derniers temps, est montée un peu au créneau en disant que 100 000, ça paraît adéquat dans le contexte économique actuel et sanitaire.
Donc, c'est en discussion et ça pourrait arriver très vite dans l'été et changer très vite dans l'été, maintenant qu'il y a un nouveau gouvernement et que l'administration centrale a besoin de se positionner dans le cadre de son plan de relance. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une possibilité d'ores et déjà de contracter pour faire de la dépense en local à hauteur de 40 000 euros éventuellement par an. Donc, ça permet dans les services, dans les territoires touristiques, de commander des prestations, que ce soit de spectacles ou autres, de manière assez souple pour permettre de faire sa saison ou de préparer la saison à venir. Il est possible aussi dans le cadre des marchés publics, parce que il y a 3 types de procédures, finalement, 3 strates dans les marchés publics. Vous avez ce qu'on appelle les procédures formalisées, les procédures adaptées et l'absence de procédure. Donc, l'absence de procédure, c'est quand on est en dessous de 40 000 euros, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Et puis, vous avez ensuite les procédures formalisées, donc qui sont l'appel d'offres à l'échelle communautaire et autres. Donc là, je vous ai rappelé les seuils sur la diapo. C'est 214 000 euros pour les marchés publics de fourniture courante et de services pour les collectivités, 5 350 000 euros pour les marchés publics de travaux et de concessions, et 428 000 euros pour les marchés publics des entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices sont les collectivités, pour faire simple, qui interviennent en matière de réseau. Donc tout ce qui est exploitation, alimentation, gestion de réseau, que ce soit réseau d'acheminement de courrier, réseau de transport, réseau d'eau, de gaz, d'énergie, peu importe. Souvent, les collectivités, communes ou autres, sont dotées d'un règlement interne pour gérer les marchés à procédure adaptée, les MAPA. C'est-à-dire qu'elles se dotent d'un règlement qui leur permet d'élaborer finalement leur propre règlement de passation des marchés, avec des règles plus souples que celles qui sont prévues par le Code et pour les procédures formalisées, et qui sont des règles qu'elles se fixent elles-mêmes. Alors, avec un règlement qui est adopté ou pas en conseil municipal, la plupart du temps oui, mais pas nécessairement. L'intérêt d'agir sur ces règlements internes à l'échelle de chaque collectivité, c'est la possibilité aujourd'hui de réduire les délais de traitement, de simplifier la prise de décision qui conduit à la contractualisation, c'est-à-dire à la signature du contrat. C'est la possibilité d'alléger la mise en concurrence pour permettre, tout en conservant une mise en concurrence effective, hein, c'est pas la question. L'idée, c'est pas de se mettre en risque là-dessus et de fragiliser les contrats en créant un nouveau problème pénal ou administratif ou autre. Mais en tout état de cause, il y a un levier d'action là-dessus qui permet d'alléger les procédures pour aller plus vite, plus loin et de manière plus efficace. Et il est possible de réfléchir à comment on gère la commande publique à l'échelle locale, notamment parce que avec l'emploi de certains critères de type bilan carbone, de type délai de réaction, en réduisant les délais pendant lesquels on peut présenter une offre, par exemple. Voilà, il y a plein de choses qui permettent de faciliter aussi de faciliter la commande en local pour permettre aux entreprises locales de se positionner plus facilement. Le but, bien entendu, c'est d'augmenter l'attractivité d'un territoire. On parle tourisme, donc à partir du moment où on est en matière touristique, on est en concurrence, que ce soit avec des États étrangers ou entre territoires nationaux. Hein. J'ai une activité, moi, qui est tournée vers la montagne, et puis Alexandre Zago, que j'en profite pour excuser, qui est malheureusement absent aujourd'hui, qui devait intervenir à nos côtés, qui est mon associé niçois, lui intervient beaucoup pour des communes littorales. Eh bien, on le sait, hein, d'un territoire à l'autre, il y a une concurrence de par la proximité géographique, etc. Et qu'il faut rester attractif. Moi, je vois, en Haute-Savoie, ils sont très en concurrence avec la Suisse pour le ski, par exemple. Il faut nécessairement, à un moment, se démarquer des autres. Donc, cette facilitation de la contractualisation va permettre assez rapidement d'augmenter et de maintenir l'attractivité de son territoire, donc de maintenir aussi les emplois, parce qu'on va passer de la commande a priori plutôt locale, et de permettre de l'investissement local, ce qui est quand même le but recherché.
Deuxième axe de travail, c'est l'action sur les taxes locales. Alors, il y a des taxes qui sont perçues directement sur l'usager, entre guillemets, ou en tout cas sur la personne qui vient visiter, qui est le touriste, entre guillemets, qu'évoquait Géraldine tout à l'heure, notamment la taxe j'allais dire la taxe d'habitation, mais non, c'est la taxe de séjour. La taxe de séjour, merci. Le mot ne me venait plus. Mais vous avez aussi tout un arsenal de taxes qui sont supportées par les entreprises en local et qui sont des taxes facultatives et qui, si on les met bout à bout, peuvent représenter des sommes un petit peu importantes, mais qui, à l'échelle d'un budget, ne sont pas forcément substantielles. Et j'ai pris un exemple qui est la taxe locale sur la publicité extérieure, hein, qui concerne la publicité sur les enseignes et autres. C'est une taxe qui est facultative et donc, par définition, si vous avez un gros contributeur sur la commune, il peut très bien être envisagé de réduire ces taxes de manière à permettre d'alléger aussi la charge sur l'entreprise localement. Donc ça, c'est des choses qui sont à réfléchir en local en fonction de chaque contexte local. Troisième axe, je passe vite là-dessus, troisième axe, le domaine public comme outil de relance. On le sait tous, les collectivités ont deux types de dépendances, deux types de propriétés, les dépendances du domaine privé et les dépendances du domaine public. Le domaine public, la dépendance du domaine public, elle jouit de tout un arsenal de protection, inaliénabilité, imprescriptibilité et autres. Et son occupation est fortement réglementée par le Code général de la propriété des personnes publiques et par le CGCT, le Code général des collectivités territoriales. Alors, que nous dit la loi et que nous permettent aujourd'hui les textes et comment on peut se servir du domaine comme d'un levier? L'occupation du domaine, elle est onéreuse. C'est-à-dire qu'elle ne peut, en principe, pas être gratuite, sauf pour les associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. Elles peuvent éventuellement être exonérées. Je vous ai mis l'exception sur le PowerPoint. Aujourd'hui, on a une ordonnance, l'ordonnance 319 du 25 mars dernier, prévoit à son article 6 une possibilité de suspension du paiement des redevances d'occupation du domaine public si les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière. Alors, trois problématiques, c'est que, un, il s'agit d'une suspension et non d'une exonération, ça veut dire que la redevance est due. Deuxième problématique, qu'entend-on par conditions dégradées de manière excessive, hein, parce que là, aujourd'hui, le pouvoir réglementaire a entendu rédiger ça de telle sorte, mais qu'est-ce que nous dira le juge qui est par nature, le juge administratif, qui est par nature protecteur des données publiques, à mon avis, aura une vision très restrictive de ce qu'est une condition dégradée. Et puis enfin, une des conditions qui avait été imposée par la loi Sapin 2, qui était d'organiser une mise en concurrence des occupations domaniales lorsqu'il y a une activité économique qui doit s'exercer sur la dépendance, eh bien celle-ci, elle reste maintenue et le gouvernement n'est pas revenu là-dessus à ce stade. Alors aujourd'hui, les points positifs, c'est que peuvent faire les collectivités? Elles peuvent prévoir des redevances réduites, elles peuvent prévoir des exonérations totales. Donc, on a les exonérations, les redevances réduites, les exonérations partielles, et puis on a les exonérations totales. Je vais y revenir en deux mots. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même si par principe l'occupation du domaine, elle est onéreuse, si par principe le texte ne prévoit qu'un report finalement de droit pour l'exploitant de l'activité économique sur le domaine public, rien n'interdit à la collectivité, dans le cadre de la liberté contractuelle, d'intervenir et de signer un avenant avec la collectivité dont elle occupe une dépendance domaniale, de manière à prévoir soit une réduction des parts variables éventuellement de la redevance, soit des échelonnements de paiement, soit encore des exonérations totales. Mais dans ce cas-là, et là je vais expliquer un petit peu ma précision entre parenthèses sur la diapo, attention aux exonérations totales parce qu'elles sont susceptibles d'être qualifiées en subvention
puisqu'il s'agit finalement c'est l'équivalent d'une somme d'argent. Le juge analyse la somme qu'on refuse de percevoir comme équivalente à une somme qu'on aurait versée. Et dans ce cas-là, en fonction du montant que ça représente, si on dépasse les seuils, il faudra bien prévoir une convention d'objectifs, même si elle n'est pas obligatoire, nous on la préconise, sur l'emploi des fonds, c'est-à-dire que finalement, c'est comme si on subventionnait l'entreprise et qu'elle s'engageait à utiliser les fonds de telle manière ou telle manière. Ça nous semble être fondamental. C'est des choses qui sont immédiatement possibles pour une collectivité. On ne vient pas toucher à autre chose que le droit existant. Et sur les conventions pluriannuelles, il est extrêmement facile, compte tenu de la crise sanitaire, de justifier un avenant, au moins temporaire, sur des exonérations éventuelles de redevances. Et puis, également, l'autre possibilité, c'est éventuellement d'augmenter les surfaces occupées pour le même montant de redevance ou une redevance réduite, ce qui permet, je pense notamment aux terrasses, hein, bien sûr, ou ce genre de choses, qui permettent immédiatement d'augmenter la capacité d'accueil de l'établissement. Et c'est logique, à ce moment où on demande un peu de distanciation sociale, nécessairement, on ne peut pas avoir la même activité avec la même surface. Et donc, je pense à tout ce qui est restaurant, café, bar et autres, de permettre de maintenir, à supposer que la fréquentation soit au rendez-vous, une activité dans les conditions sanitaires satisfaisantes, avec une possibilité d'accueil équivalente à ce qui existe habituellement. Axe 4, identifier les subventions nécessaires et qui pourraient être fléchées. Donc, la subvention n'est pas le marché public. Le critère essentiel entre les deux, c'est la contrepartie. Dans le marché public, il y a une contrepartie au versement de la somme d'argent. Dans la subvention, il n'y a pas de contrepartie au versement de la somme d'argent. Il est possible donc de verser de telles subventions hein, pour les communes, les EPCI, à leurs établissements publics, aux associations. Ceux-ci aussi, ces derniers là, peuvent également en verser. Attention au principe de spécialité. Hein. Pour les associations, il faut agir dans le cadre de son objet social et pour les établissements publics, dans le cadre de ses compétences qui ont été transférées. Et là, on a deux types de subventions. On a les subventions d'équipement qui sont susceptibles d'être versées pour compenser certains investissements d'intérêt général, dans le cadre de concessions notamment. Ça peut permettre, par le versement de cette subvention, d'anticiper un investissement qui aurait peut-être été fait plus tard. Je pense aux contrats de longue durée dans lesquels on a des investissements dans les concessions d'équipements et d'ouvrages publics. On peut penser aux remontées mécaniques, mais on peut penser à d'autres équipements de gestion, je sais pas, de centres aquatiques ou autres, de patinoires, voilà, tout ce qui permettrait l'attractivité d'un territoire. Eh bien, la subvention pourrait permettre au concessionnaire d'agir plus rapidement que ce qu'il aurait prévu à son contrat initial, de manière à permettre justement d'augmenter l'attractivité du territoire et de compenser certains retards éventuellement. Et plutôt que de, finalement, compte tenu des baisses de recettes, de décaler encore l'investissement à plus tard, de le reporter parce que le concessionnaire ne pourra pas l'assumer immédiatement ou à l'échéance convenue, et bien éventuellement mettre un coup de pouce de manière à ce que l'investissement soit fait plus rapidement pour permettre un amortissement plus important par la suite. Et puis vous avez aussi les subventions d'équilibre qui sont possibles si on a donc des conventions d'objectifs sur l'emploi des fonds et donc qui permettent là, c'est la subvention d'équilibre sur le fonctionnement, on n'est pas sur les investissements et pas sur de l'équipement. Alors, on a un exemple, nous, qu'on a trouvé, par exemple, c'est une subvention qui a été versée par une personne publique pour aider localement. Hein, si les touristes justifiaient qu'ils avaient dormi une nuit ou deux dans des hôtels du territoire et accompli au moins, consommé au moins une activité ou un restaurant sur le territoire, ils pouvaient se voir reverser une somme de quelques dizaines d'euros ou 100 euros à titre de subvention, entre guillemets, je prends cette qualification-là. Mais ça permet voilà, d'encourager en tout cas la consommation locale au sein d'un territoire donné. Voilà, très brièvement, le PowerPoint sera disponible
disponible alors, il sera dans le replay, hein, puisqu'il y aura un replay de cette webconférence. Et puis, il sera accessible en téléchargement. Vous aurez les coordonnées. Il y a les coordonnées de l'ANET et puis celles du cabinet, bien entendu. Géraldine et moi sommes à votre entière disposition. Si vous avez des questions, on a encore 10 bonnes minutes devant nous, donc n'hésitez pas. C'est fait pour. J'espère qu'on n'a pas été trop long. Oui, Sébastien, moi j'en ai une en fait, par rapport à justement tout ce qui est CFE et compagnie. Là, il y a bien une compensation de l'État. Si les communes prennent le vote, l'exonération, il y a un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire que l'entreprise garde un tiers, la collectivité un tiers et l'État un tiers, dans le cadre de la loi de finances. D'accord. Et en fait, ont été checkées dans un des articles les entreprises qui sont en fait des entreprises liées au tourisme. D'accord. Qui vont même jusqu'aux boutiques de souvenirs. Ok. Ah oui, ils ont ratissé large. Oui, parce qu'en fait, c'était une grosse question. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans nos communes où, je dirais, le vendeur de souvenirs va peut-être pas vendre des choses très, très locales à des voisins ou des touristes de proximité. C'est pas possible. Donc là, c'était un des sujets aussi qui nous avait pas mal impacté. Puis aujourd'hui, on a toujours aussi tout le milieu de la nuit qui est complètement à l'arrêt. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a eu une décision récente là, et il y a un exploitant qui a voulu ouvrir sa boîte de nuit le week-end dernier, je crois. Le soir de l'arrêt de l'état d'urgence sanitaire, il a ouvert et bien sûr les gendarmes sont venus. Ouais. Et donc le préfet a prononcé une fermeture administrative de 6 mois. Ah ouais, d'accord. En considérant qu'il était en infraction avec les consignes nationales qui interdisaient de rouvrir. Alors que normalement, 6 mois, c'est quand on est en récidive, mais bon, là, il a considéré qu'il y avait récidive parce qu'il y avait violation d'une première interdiction. Et donc, cet exploitant dit qu'il allait se battre, mais je pense que le Conseil d'État, enfin, il y a de la place, en tout cas devant les juridictions administratives, à mon sens, parce que concrètement, aujourd'hui, même s'il y a une proximité dans cet établissement, enfin, je ne vois pas pourquoi on interdit plus les boîtes de nuit que les bars ou les restaurants. Enfin, On est d'accord, on s'est battu là-dessus, mais bon, aujourd'hui, ça reste fermé. Après oui. ça, on peut aussi évoquer peut-être avec certains participants, parce on en a reparlé hier avec notre président, le fameux couple qui est mis en avant aujourd'hui, maire et préfet. Et là, c'est vrai qu'on a eu des interprétations sur le territoire assez originales. Donc, il y a par exemple une préfète qui a autoriser la réouverture d'un casino alors qu'on était encore en période de fermeture totale. Donc, voilà, des interprétations qui peuvent aussi porter des conséquences assez importantes. Oui, complètement. Après, ce qui est important, c'est que chacun, dans le respect de ses pouvoirs de police administrative, puisse aussi ne pas oublier que les pouvoirs de police rencontrent à un moment donné comme grand principe face à eux la liberté du commerce et de l'industrie. C'est toujours ces grands principes qu'on met en balance. Est-ce qu'il faut faire prévaloir la liberté du commerce et de l'industrie ou la santé publique? En l'occurrence, on sait que l'épidémie se réduit, on sait que on peut imposer aux gens des conditions particulières. Voilà, là, le curseur a été mis sur l'interdiction. Je pense qu'il y a des choses à redébattre. Alors, on a une question sur le chat. Merci à tous les deux pour ces éléments, merci à vous. Pourriez-vous nous dire comment se prémunir en quelques points clés d'une réplique du Covid? Très bonne question. Que fait-on si ça recommence? Alors, d'un point de vue très juridique, et après je pense que Géraldine aura d'autres éclairages plus politiques, mais d'un point de vue très juridique, je pense qu'il y a des choses à faire d'ores et déjà dans les contrats, c'est d'insérer des clauses dans tous ces contrats, qu'ils soient des contrats de concession, des contrats de marché ou autres, c'est d'introduire des clauses Covid. Nous, on les a appelées comme ça, mais en général, il y a une clause d'imprévisibilité qui est assez générale dans tout ce type de contrat. Je pense qu'aujourd'hui, au regard du risque de réplique ou au regard du risque, notamment sur les contrats pluriannuels, qu'on soit de nouveau exposé à un risque d'épidémie
que tout le monde s'accorde à dire quand même globalement que si c'est pas ce virus-là, ça sera peut-être un autre, voilà. Il faut l'anticiper de manière à savoir comment on le gère. Je pense que la réponse du pouvoir public, de toute façon, ne sera pas la même lors d'une prochaine épidémie. Mais d'un point de vue strictement juridique, il faut savoir qui paye quoi, comment et à quel moment ça se déclenche. Et là, nous, on a travaillé sur des types de clauses où on sait que, par exemple, en cas d'arrêt de 32 jours, c'est à la charge de l'entreprise parce qu'on considère que c'est son risque d'exploitant économique et d'acteur économique. En revanche, au-delà d'une certaine période, il va de soi que nécessairement le co-contractant public doit prendre aussi sa part dans l'indemnité éventuelle pour faciliter la survie de son co-contractant. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont envisagées, et puis il y a aussi l'exercice, encore une fois, des pouvoirs de police. Je pense qu'il faut impérativement mettre fin à cette épidémie sanitaire, à cette crise sanitaire et à cette épidémie par le respect des gestes barrières, le respect de tout un tas de choses qui permettent d'éviter la propagation du virus. Et ça, c'est le job des maires et des préfets au travers de la police administrative, dans le respect de ce que je disais juste avant, du principe de liberté du commerce et de l'industrie, qui est aujourd'hui une liberté fondamentale reconnue par le Conseil d'État, sur lesquelles on peut faire des référés liberté, en tout cas les exploitants économiques, les acteurs économiques peuvent faire des référés liberté lorsqu'on leur ferme de manière administrative un établissement sur ce fondement-là. Donc c'est une liberté fondamentale qui est importante, qui existe, et il faut l'avoir en tête parce que tous les impératifs doivent être conciliés de manière à permettre, on ne peut plus se mettre à l'arrêt, sinon on va mettre en danger toute l'économie, mais en revanche, on peut le faire de manière concertée, intelligente et avec des équipements, puisque pendant des mois, les Français se sont plaints qu'il n'y avait pas d'équipement. Aujourd'hui, il y a des masques, il y a des gants, voilà, on peut faire des choses, même si on ne les fera pas de la même façon. Je peux peut-être compléter juste pour dire que j'aurais fait la même réponse en ce qui concerne les clauses. Je crois que c'est vraiment important parce qu'on est sollicité par, c'est aussi bien des agences de voyage, c'est aussi bien des hébergeurs. Enfin, il y a ces clauses qui sont importantes et là, peut-être effectivement passer par en tout cas des avocats où vraiment il faut être sûr de ces clauses. Le pouvoir de police, effectivement, très important par rapport à la gestion de la crise en tant que telle. Maintenant, moi, je voudrais rajouter une chose. On a beaucoup travaillé, nous, avec un autre partenaire qu'on a qui s'appelle IEPP, qui est un organisme de formation pour les élus et leurs agents. Et en fait, ils ont préparé des kits sur la gestion de la crise. Donc, on a commencé à travailler avec eux au tout début du confinement. Et on a fait, il y a au choix, hein, il y a plusieurs sessions. Il y en a une, comment préparer une crise. Deuxièmement, comment la vivre. Et troisièmement, l'après. Et en fait, quand on parle de crise, là, on était sur la crise sanitaire. Demain, on peut avoir une crise environnementale, on peut avoir une crise chimique, on peut avoir une crise, enfin, toutes sortes de climatologiques et autres, nucléaires. Enfin, il peut y avoir beaucoup de. Et donc, aujourd'hui, on a des élus qui suivent ces formations avec comment on se prépare. Si on a une deuxième crise, comment on se prépare, mettre en place un comité. Enfin, il y a plein de choses. Hein. Moi, j'ai pas suivi la formation, donc je ne pourrais pas la dévoiler. Mais on a réfléchi ensemble à voilà, des modules qui peuvent voilà, vraiment aider, en tout cas, les élus à gérer peut-être une deuxième vague ou peut-être un autre virus, comme disait Sébastien. On parle d'un virus bien pire qui arrivera après. Donc, peut-être. Donc, voilà, nous, on peut effectivement vous mettre en relation avec cet organisme de formation pour les élus. Et puis, alors, juste pour compléter, pour le coup, ce que venait de dire Géraldine, ça vient de me sortir de la tête, ça va me revenir. Oui, si, c'est le risque. Le risque pour les élus, en plus, il est réel. Pour la simple et bonne raison que la commune doit se doter d'un plan de sauvegarde communal, un plan communal de sauvegarde, et en réalité, ces plans ont déjà, ou les carences en tout cas dans l'établissement de ces plans, ont déjà servi à la condamnation. Et je renvoie à l'affaire Xynthia, notamment à cette tempête où le maire de c'est la Fos-sur-Yonne, je crois, de mémoire,
avaient été condamnés, notamment en raison des carences dans le plan de sauvegarde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui existe d'ores et déjà et qui, à mon avis, va se durcir dans l'appréciation des juges dans la jurisprudence parce que, au regard des risques auxquels on risque de s'exposer, si vous me permettez la répétition, eh bien, on va considérer que justement ces pouvoirs de police doivent être utilisés vraiment à bon escient de manière à permettre d'éviter ces crises. Alors, Benoît Blanc-Brune nous dit « Merci pour ces informations très pertinentes. Le digital peut-il être pris en compte pour favoriser une sécurisation salariale de clientèle ?» Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser? Moi, je ne vois pas trop favoriser une sécurité salariale ou de clientèle. Ah oui, c'est l'utilisation du digital dans l'interface avec le public ou au sein d'une même entreprise. Type accueil, borne, éviter les contacts, voilà, c'est ça, ok, super. Oui, complètement. Ben, complètement. Je crois que le digital a montré pendant cette crise qu'il permettait justement d'éviter que tout s'arrête totalement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dématérialiser, mais en l'occurrence, il y a des métiers de prestation de services comme le nôtre qu'on peut dématérialiser. Et pour faire de l'accueil, oui, il y a déjà un mouvement qui est initié dans certains grands établissements publics type grands CHU ou autres, où les patients sont accueillis par des bornes qui vont ensuite leur flécher le chemin jusqu'au service X pour tel examen, au service Y pour tel examen, et puis ensuite passer avec la carte vitale et la carte bleue pour régler les prestations à la sortie. Donc aujourd'hui, oui, je pense qu'il y a un avenir là-dedans et que le problème, c'est le délai de mise en place. C'est-à-dire que c'est typiquement des marchés qu'on ne met pas en place en un claquement de doigts, notamment parce que la définition du besoin est parfois compliquée. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont immédiatement possibles, je pense, et qu'on peut réfléchir à développer. Ouais. C'est la même chose pour les offices de tourisme. Hein. Il y en a un certain nombre qui ont déjà mis ça en place. C'est-à-dire que si on arrive trop tard dans une station, on a comme une borne à la fin, dehors, devant l'office de tourisme. Et puis, on a une borne, on check, on cherche un hébergement, voilà ce qui est libre. Donc, ça existe déjà. Donc, c'est sûr que c'est un instrument utile. Benoît, est-ce qu'on a répondu à votre question? De manière satisfaisante, j'entends. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait maintenant 1 heure que nous sommes connectés. On avait dit qu'on s'arrêtait à 15 heures, donc on est arrivé à 15 heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions, encore une ou deux, à prendre, ou est-ce qu'on peut arrêter là? Bon, merci de la part de Benoît. Écoutez, je pense que s'il n'y a pas plus de… Damien, tout est parfaitement clair. Bon, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on va pouvoir, s'arrêter là. Merci Géraldine d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci Sébastien de nous avoir invités. Donc, c'est bien pour notre association. Donc, vous pourrez retrouver ce webinaire en replay. Un email vous sera adressé. Vous pourrez retrouver en téléchargement le PowerPoint. Merci à toutes et tous d'avoir été connectés aujourd'hui malgré cette date estivale et bonnes vacances à ceux qui partiraient très prochainement ou un peu plus tard dans l'été. Vous serez informés, je l'ai dit, vous serez informés par mail du replay. Merci encore à tous. Et puis, sachez que le cabinet va mettre en place une série donc, de webinaires, dont celui-ci est le premier, dont la thématique sera bien entendu le plan de relance d'une manière générale. Et donc les prochains se tiendront bien entendu après les vacances estivales. Donc vous pourrez surveiller soit sur notre page LinkedIn, soit sur notre site internet le programme à compter de fin août ou tout début septembre pour la prochaine webconférence. Voilà. Merci à tous, bonne fin de journée, bon week-end et bon été. Au revoir. Merci, au revoir à tous.